L'héritier de votre papa, c'est Amina. Quoi? Le jour où le notaire a prononcé son prénom, personne dans cette salle ne la connaissait. Et pourtant, ce prénom allait tout changer. Les héritiers étaient là, bien habillés, bien assis, certains de repartir riches. Mais la vie avait décidé autrement. Et cette décision portait un prénom simple, presque discret, Amina. Bienvenue dans les histoires inspirantes de Fatoumata. Avant de continuer cette histoire, dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes en ce moment. Que tu sois en France, en Belgique, au Canada, en Afrique ou ailleurs, écris-le-moi juste en dessous. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Amina avait 28 ans, et la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Elle vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne, l'un de ces immeubles où les murs gardent l'humidité en hiver et où l'ascenseur est en panne depuis si longtemps que personne ne s'en souvient plus fonctionner. 2 chambres minuscules, un couloir étroit, une cuisine où l'on ne pouvait pas être 2 en même temps. C'était chez elle. C'était son monde. Elle avait perdu son mari 3 ans plus tôt, un accident du travail bête et brutal, le genre d'accident dont on ne parle qu'une semaine dans les journaux et qu'on oublie aussitôt. Mais pour Amina, cet accident avait tout emporté. Elle s'était retrouvée seule du jour au lendemain, avec son petit frère Kader à charge, 17 ans, encore lycéen, encore fragile. Leurs parents étaient restés au pays. Ici, c'était elle, lui, et les fins de mois impossibles. Pour vivre, Amina vendait des beignets. Elle se levait à 4 heures du matin, préparait sa pâte dans la petite cuisine, faisait frire ses beignets avant le lever du soleil, puis elle prenait le métro avec son grand bac en plastique recouvert d'un tissu propre et elle allait s'installer sur le marché du quartier. Elle vendait jusqu'en début d'après-midi, rentrait, faisait les comptes, regardait ce qu'il restait, et recommençait le lendemain. Ce n'était pas une vie confortable. Mais c'était une vie honnête. Et Amina, malgré tout, gardait quelque chose que beaucoup de gens perdent quand l'argent se fait rare, elle gardait la générosité. Pas la générosité des gens riches qui donnent ce qu'ils ne verront pas manquer. Non. La générosité des pauvres, celle qui fait mal un peu, celle qui coûte vraiment, celle qui vient du ventre. Quand une voisine malade ne pouvait pas sortir faire ses courses, Amina lui déposait une assiette devant la porte. Quand un enfant du quartier venait à l'école le ventre vide, elle lui glissait un beignet sans rien dire. Quand une vieille dame pleurait sur son banc parce qu'elle n'avait plus personne, Amina s'asseyait à côté d'elle et lui tenait compagnie 1 heure, même si elle avait 1000 choses à faire. Les gens du marché la connaissaient. Certains la trouvaient trop bonne. Sa tante, qui vivait à une station de métro de là, n'arrêtait pas de lui répéter la même chose. Tu vas finir ruiné à force de donner aux autres. Amina écoutait, souriait, et continuait. C'est dans ce contexte, un soir de novembre, que tout a commencé. Il était presque 19 heures. Le marché venait de fermer. Amina pliait bagages, rangeait son bac, comptait ce qui lui restait de beignets, à peine 4 ou 5, légèrement refroidis. Elle allait les mettre de côté pour le dîner, le sien et celui de Kader. Elle était fatiguée. Ses pieds lui faisaient mal. Elle n'avait rien mangé depuis le matin. C'est là qu'elle l'a vu. Un vieil homme, assis sur les marches d'un magasin fermé, légèrement en retrait de la rue principale, là où les gens passaient sans regarder. Il était vêtu d'un manteau gris usé, des chaussures qui avaient connu de meilleures années, et il tenait ses mains croisées sur les genoux avec une dignité étrange, comme quelqu'un qui a l'habitude de souffrir sans le montrer. Il ne tendait pas la main. Il ne demandait rien. Il était juste là, et il regardait les gens passer. Amina ralentit. Elle observa son visage. Des rides profondes, des yeux fatigués mais vifs, un regard qui ne suppliait pas mais qui disait quand même tout. Cet homme avait faim. Elle le savait. Elle l'avait reconnu. Pas lui en particulier. Mais cette façon d'être silencieux quand on a honte d'avoir besoin. Elle connaissait ça. Elle s'approcha. « Bonsoir monsieur, vous allez bien ?» Il la regarda, un peu surpris qu'on lui adresse la parole. Il eut un léger sourire poli, le genre de sourire qu'on fabrique pour dire « je ne veux pas déranger ». « Oui, oui, ça va », dit-il simplement. Amina n'insista pas sur la question. Elle ouvrit son bac, prit les beignets qu'elle avait mis de côté pour son dîner, les enveloppa dans un bout de papier propre et les lui tendit. « Prenez. Ils sont encore bons. » Le vieil homme la regarda sans bouger pendant 2 secondes. 2 secondes où quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose de difficile à nommer. Peut-être de la surprise. Peut-être une vieille blessure qui se rouvre. Peut-être juste de l'émotion simple, celle qu'on ressent quand quelqu'un vous voit vraiment. Il prit les beignets. Il dit merci d'une voix basse. Amina lui sourit, ramassa son bac et rentra chez elle. Ce soir-là, elle mangea une tartine et but du thé.
Kader lui demanda pourquoi il n'y avait pas les beignets habituels. Elle dit qu'elle les avait tous vendus. Elle ne sut pas pourquoi elle mentit. Peut-être pour ne pas avoir à expliquer. Peut-être parce que ce qu'elle avait fait n'avait pas besoin d'explication. Elle dormit bien, cette nuit-là. Le lendemain matin, en arrivant au marché, elle pensa à lui. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait pas son nom, ni son histoire, ni même s'il serait encore là. Mais quelque chose l'avait frappé dans ses yeux. Cette dignité silencieuse. Cette façon d'accepter la faim sans se plaindre. En fin de journée, elle passa par les marches du magasin. Il était là. Même place. Même manteau gris. Même posture. Elle lui apporta un bol de riz qu'elle avait préparé en double le matin exprès. Il l'accepta sans fausse fierté cette fois. Ils échangèrent quelques mots. Il s'appelait Monsieur Marcel, dit-il. Il avait 79 ans. Amina dit qu'elle s'appelait Amina, que son stand était juste là-bas, et qu'elle repasserait le lendemain. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de commencer quelque chose qui allait changer sa vie entière. Les jours passèrent. Puis les semaines. Amina se mit à apporter à Marcel un repas chaque jour. Parfois du riz avec un peu de poisson. Parfois de la soupe quand il faisait très froid. Parfois juste du pain et du fromage quand les finances étaient trop serrées. Parfois seulement du thé chaud dans un thermos. Mais chaque jour, quelque chose. Elle ne sautait jamais. Les commerçants du marché la regardaient faire. Certains trouvaient ça touchant. D'autres trouvaient ça inutile. Un fromager lui dit un mardi que ce vieux profitait d'elle. Sa tante, mise au courant, vint exprès pour lui faire la morale. Tu gagnes à peine de quoi nourrir ton frère et toi, et tu donnes ta nourriture à un inconnu dont on ne sait même pas d'où il vient. Tu es folle ou tu es naïve, et dans les deux cas ça ne va pas. Amina répondit que Marcel avait faim et qu'elle avait à manger. Que la logique lui semblait simple. Sa tante repartit en levant les bras au ciel. Ce que personne ne savait encore, et surtout pas Amina, c'est que Marcel n'était pas du tout ce qu'il semblait être. Marcel Fontaine avait été l'un des hommes les plus influents de sa génération dans le monde industriel français. Fils d'ouvrier, il avait construit son premier atelier de mécanique à 30 ans, avec 3 associés et peu de capital mais beaucoup de travail. À 50 ans, il possédait un groupe de plusieurs entreprises, des entrepôts, des terrains en région parisienne et en province, des actions dans des sociétés cotées en bourse. Il avait tout construit de ses mains, pierre par pierre, décision par décision, avec une rigueur et une intelligence que ses collaborateurs lui reconnaissaient encore. Mais la fortune avait attiré autour de lui quelque chose qu'il n'avait pas commandé, des gens qui ne l'aimaient pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il avait. Ses enfants, il en avait 3. 2 fils et une fille. Élevés dans le confort, éduqués dans les meilleures écoles, habitués à n'avoir jamais rien à demander 2 fois. En apparence, ils formaient une belle famille. En réalité, depuis des années, Marcel savait. Il savait que ses fils ne venaient le voir qu'autour des sujets d'argent. Il savait que sa fille l'appelait surtout quand elle avait besoin de quelque chose. Il savait que ses petits-enfants lui rendaient visite à Noël et à son anniversaire, par obligation plus que par affection. Quand sa femme était morte, 2 ans plus tôt, il avait attendu. Attendu de voir qui resterait. Qui appellerait juste pour savoir comment il allait. Qui prendrait le temps de venir s'asseoir avec lui sans rien vouloir. Le résultat l'avait brisé. Pas de colère. Juste une tristesse froide, profonde, silencieuse. C'est pour ça qu'un soir de novembre, le vieil homme milliardaire s'était retrouvé assis sur les marches d'un magasin fermé dans un marché populaire de banlieue parisienne, habillé simplement, sans chauffeur, sans portable de luxe visible, sans rien qui trahisse sa fortune. Il n'était pas venu mendier. Il était venu observer. Observer les gens normaux. Observer comment les gens se traitaient entre eux quand il n'y avait rien à gagner. Et c'est là qu'Amina lui avait apporté des beignets. Marcel ne l'oublia jamais. Dans les semaines qui suivirent, il continua à venir au marché chaque jour. Il prenait ce qu'Amina lui apportait, mais surtout il l'observait. Il la regardait travailler, sourire aux clients, se lever tôt, s'épuiser honnêtement. Il la vit refuser de rendre la monnaie en moins à une vieille dame distraite. Il la vit ramasser les fruits tombés par terre pour les rendre à un marchand sans rien demander. Il la vit donner un beignet gratuit à 2 enfants qui traînaient avec des yeux trop grands devant son étal. Un matin, il laissa tomber un billet de 50 € devant elle comme par inadvertance, et fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Amina l'appela aussitôt. « Monsieur Marcel, vous avez fait tomber votre argent. » Il dit « Oh, merci », comme si ça n'avait aucune importance. Mais il nota tout.
Une autre fois, il prétendit avoir un malaise. Amina quitta son stand en plein milieu de la matinée, l'accompagna aux urgences, attendit avec lui 2 heures dans la salle d'attente, et ne repartit que quand le médecin lui assura qu'il n'y avait rien de grave. Elle avait perdu sa matinée de vente. Elle n'en parla jamais. Un jour, il oublia un sac contenant son portefeuille sur le marché. Elle le garda jusqu'au lendemain, le lui rendit intact. Pas un centime manquant. Elle n'avait même pas regardé à l'intérieur, dit-elle. Ce n'était pas à elle. Marcel Fontaine enregistrait tout. Pas comme un comptable. Comme quelqu'un qui cherche depuis longtemps quelque chose de rare et qui croit enfin l'avoir trouvé. Leur amitié prit de la consistance. Ils parlaient, de plus en plus. Marcel posait des questions sur sa vie, sur son mari disparu, sur Kader, sur ses journées. Il écoutait vraiment, pas poliment, vraiment. Amina, de son côté, lui parlait avec une franchise naturelle, sans chercher à impressionner, sans calcul. Elle lui dit un jour qu'elle trouvait sa vie difficile mais qu'elle n'en voulait à personne. Que la vie était la vie. Que le tout était de ne pas perdre ce qu'on était à l'intérieur. Marcel resta silencieux un long moment après cette phrase. Puis il dit simplement, « Vous avez raison. » L'automne se transforma en hiver. Les températures chutèrent. Amina commença à s'inquiéter pour Marcel. Elle se demandait où il dormait la nuit, s'il avait chaud, s'il mangeait correctement le reste du temps. Quand elle lui posait la question, il répondait évasivement, avec un demi-sourire. Pour continuer à lui apporter des repas corrects, Amina fit des choses qu'elle ne raconta à personne. Elle vendit son vieux téléphone portable et s'en racheta un encore plus vieux et moins cher. Elle vendit une petite chaîne en or qu'elle portait au cou depuis son mariage. Pas la bague, ça elle ne pouvait pas. Mais la chaîne, oui. Elle vendit aussi une chèvre qu'elle élevait dans un petit local qu'un ami lui prêtait en dehors de la ville, un projet qu'elle avait mis des mois à monter pour avoir un peu plus de revenus. Tout ça, discrètement, sans en faire une histoire. Le pire mois fut janvier. Ce mois-là, un soir, il plut si fort que les rues ressemblaient à des rivières. Amina était rentrée chez elle, Kader faisait ses devoirs, quand on frappa à la porte. C'était Marcel. Trempé jusqu'aux os, le visage gris, les mains qui tremblaient. Elle ne posa pas de questions. Elle entra, lui enleva son manteau mouillé, lui donna des vêtements secs, le fit asseoir dans le seul fauteuil confortable du salon. Elle lui prépara un bouillon chaud, un thé, une couverture. Et ce soir-là, elle lui donna sa chambre. Elle dormit dans la chambre de Kader sur un matelas posé par terre. Marcel ne protesta pas. Il était trop épuisé pour ça. Et peut-être que, au fond, il avait besoin de voir ça aussi. Voir si elle le ferait vraiment. Elle le fit. Dans les jours qui suivirent, Marcel tomba malade. Une bronchite sévère, peut-être quelque chose de plus. Il toussa pendant des nuits. Amina le soigna. Elle alla à la pharmacie. Elle lui prépara des remèdes simples, des inhalations, des soupes qui réchauffent. Elle décala ses horaires pour pouvoir vérifier comment il allait 2 fois par jour. Pendant 3 semaines, elle fut à la fois vendeuse, cuisinière et infirmière. Elle appela ses enfants, un soir, avec le numéro qu'il lui avait donné il y a longtemps sans lui dire que c'était ses enfants. Elle dit simplement, « Je suis l'amie de monsieur Marcel, il est malade, je pensais que vous souhaiteriez le savoir. » Le premier fils rappela 2 jours plus tard pour demander si c'était grave et s'il devait prévenir le médecin de famille. Le second fils ne rappela pas. La fille envoya un message, « Merci de nous tenir au courant. » Personne ne vint. Amina raccrocha le téléphone ce soir-là et resta un long moment assise dans sa petite cuisine, les mains posées sur la table, sans rien dire. Elle ne jugea pas. Enfin, elle essaya de ne pas juger. Mais elle comprit quelque chose ce soir-là sur la solitude des vieux. Une solitude qui ne ressemble pas à la solitude des jeunes. Quelque chose de plus pesant. De plus définitif. Marcel guérit. Il guérit grâce à Amina, et il le sut. Un matin de février, alors qu'il allait mieux, une voiture noire s'arrêta devant le marché. Une belle voiture, propre, discrète mais manifestement coûteuse. Un homme en costume en sortit, chercha Marcel du regard, le trouva assis avec Amina. Il s'approcha, inclina légèrement la tête. « Monsieur Fontaine, la voiture vous attend. » Amina se figea. « Monsieur Fontaine. Pas Monsieur Marcel. Monsieur Fontaine. » Elle regarda le vieil homme qu'elle connaissait depuis des mois, son manteau gris, ses chaussures usées, ses rides profondes, et quelque chose ne correspondait plus. Ou peut-être que tout correspondait enfin, mais différemment. Marcel la regarda. Ses yeux, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait,
contenait quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Il dit doucement « Je vous dois une explication ». L'explication arriva dans les jours suivants, prudemment, par morceaux. Il lui dit qui il était. Pas tout d'un coup, pas comme une révélation théâtrale. Mais honnêtement. Il lui dit qu'il était venu au marché volontairement. Qu'il avait voulu voir le monde autrement. Qu'il avait voulu voir les gens tels qu'ils étaient quand il ne savait pas qui il était. Et qu'elle, Amina, avait été la seule personne, la seule en des mois, à le voir simplement comme un vieux monsieur qui avait faim. Amina écouta tout ça sans l'interrompre. Puis elle dit « Je ne savais pas qui vous étiez. Et je ne suis pas sûre que ça aurait changé quelque chose. » Marcel hocha la tête. Il dit « C'est exactement pour ça que je vous le dis maintenant. » La nouvelle de l'identité réelle de Marcel finit par parvenir aux oreilles de ses enfants, d'une façon ou d'une autre. Et avec elle, la nouvelle de l'existence d'Amina. Ils se présentèrent au marché un mercredi matin, les deux fils et la fille, bien habillés, mal à l'aise, portant chacun sur le visage l'expression de quelqu'un qui arrive trop tard mais essaie quand même de prendre de la place. Ils parlèrent à Amina de façon à peine polie. L'un des fils dit que son père était vulnérable et qu'il était facile de profiter d'un vieillard seul. La fille dit qu'elle comprenait qu'Amina avait ses propres difficultés mais que ça ne justifiait pas de s'immiscer dans la vie d'un homme de cet âge. L'autre fils fut encore plus direct. « Vous cherchez quoi exactement? Vous attendez quoi de lui ?» Amina les regarda un par un. Elle dit « Je n'attends rien. Je lui apporte à manger parce qu'il avait faim. C'est tout. » Ils ne la crurent pas. Ils allèrent voir leur père. Marcel les reçut dans la villa où ils vivaient, une belle propriété en proche banlieue ouest. Ils lui dirent qu'Amina était dangereuse, qu'elle le manipulait, qu'il fallait qu'il coupe tout contact avec elle. Marcel les écouta jusqu'au bout. Puis il dit « Où étiez-vous en janvier quand j'avais 40 de fièvre et que cette femme dormait par terre pour me laisser son lit ?» Silence. Ils n'eurent pas de réponse à ça. Pas une vraie. Marcel ne rompit pas le contact avec Amina. Au contraire. Il continuait à venir au marché quand sa santé le permettait. Et quand il ne pouvait pas se déplacer, c'est le chauffeur qui venait chercher les repas qu'Amina préparait. Ils continuaient à parler, à échanger, à se retrouver dans cette amitié improbable et solide entre un vieil industriel milliardaire et une jeune femme vendeuse de beignets. Un matin de mars, Marcel arriva au marché avec un air particulier. Pas malade. Pas triste. Juste, solennel. Il dit à Amina, « J'ai quelque chose à vous demander. » Elle dit, « Bien sûr. » Il dit, « La prochaine fois que vous ferez ce riz avec le poisson, vous pouvez me le préparer encore une fois ?» Elle rit un peu. Elle dit, « C'est tout ce que vous vouliez demander ?» Il sourit. Il dit, « C'est la chose la plus importante. » Elle lui prépara ce riz le samedi suivant. Ils mangèrent ensemble dans la petite cuisine de son appartement, Kader qui passait dans le couloir leur faisant un signe de la tête, la fenêtre entr'ouverte sur le bruit de la rue, le soleil de mars qui commençait à avoir un peu de chaleur. C'était un repas simple. Un repas ordinaire. Et c'était exactement pour ça qu'il était beau. 12 jours plus tard, Marcel Fontaine mourut. Paisiblement, dans sa villa, pendant la nuit. Son médecin dit que le cœur avait lâché doucement, comme une lampe qui s'éteint quand l'heure est venue. Il avait 79 ans et il était mort en paix, ce qui, pour un homme qui avait connu autant de trahisons, était peut-être la plus grande des victoires. La ville ne fut pas en deuil au sens propre du terme. Mais dans le monde des affaires, son nom circula pendant quelques jours. Et ses associés, ses anciens collaborateurs, quelques journalistes économiques notèrent sa disparition avec ce mélange de respect et de distance qu'on réserve aux grandes figures. Au marché, les commerçants s'arrêtèrent un moment en apprenant la nouvelle. Quelques-uns pensèrent à Amina. Tous ceux qui l'avaient vu s'occuper de lui pendant des mois comprirent que quelque chose de rare venait de se terminer. Amina, elle, ne travailla pas ce jour-là. Elle resta chez elle, assise dans le fauteuil de son salon, et elle pleura. Pas bruyamment. Tranquillement. Comme on pleure quelqu'un qu'on a vraiment connu. 3 semaines après la mort de Marcel, le cabinet du notaire convoqua une réunion pour l'ouverture du testament. Les enfants se retrouvèrent dans une salle sobre, bien meublée, autour d'une table en bois sombre. Ils étaient arrivés séparément mais portaient tous la même expression. Celle d'une impatience soigneusement camouflée sous une attitude de circonstance. Il y avait une inconnue dans la salle. Une femme simple, un peu effacée, habillée avec soin mais sans ostentation. Elle ne connaissait personne et personne ne la connaissait. Elle s'était assise un peu à l'écart, les mains jointes sur les genoux, regardant le notaire avec les yeux de quelqu'un qui ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. C'était Amina.
Le notaire ouvrit le dossier. Il remercia tout le monde d'être présent. Il dit quelques mots d'usage sur le défunt, sur sa rigueur, sur son parcours. Puis il commença à lire le testament. Les premières dispositions concernaient des legs mineurs. Des sommes pour des associations caritatives que Marcel avait soutenues. Des montants précis pour d'anciens collaborateurs fidèles. Les enfants écoutaient avec cette politesse tendue des gens qui attendent leur tour. Puis le notaire marqua une pause. Il dit : « Je vais maintenant lire la disposition principale concernant le patrimoine résiduel, c'est-à-dire la majeure partie des biens immobiliers, des parts de société et des avoirs financiers. » Les enfants se redressèrent légèrement. Le notaire dit : « La principale bénéficiaire désignée dans ce testament n'est aucun membre de la famille Fontaine. » La salle se figea. Le notaire leva les yeux de ses papiers et dit simplement : « Madame Amina Diallo. » Ce qui suivit ressembla à une scène que personne dans cette salle n'avait jamais vécue. Les deux filles se levèrent en même temps. La fille posa la main sur la table comme pour se stabiliser. Des voix s'élevèrent, des questions, des exclamations, une ou deux paroles qui n'étaient pas des paroles de deuil. Amina, elle, resta immobile, le visage pétrifié, les yeux grands ouverts. Elle ne dit rien pendant une longue minute. Peut-être parce qu'elle ne comprenait pas encore. Peut-être parce qu'elle comprenait trop bien et que ça ne rentrait pas. Le notaire demanda le calme. Il dit qu'il n'avait pas terminé de lire. Il y avait une lettre. Une lettre écrite de la main de Marcel Fontaine, authentifiée et jointe au testament. Le notaire la sortit du dossier, déplia les pages et commença à lire à voix haute. La lettre disait que Marcel avait passé les dernières années de sa vie à chercher quelque chose qu'il n'espérait plus trouver. Il disait que ses enfants avaient été bien élevés, bien nourris, bien éduqués, et qu'en échange de tout ça il lui avait offert de la distance, des excuses et des visites de convenance. Il ne les accusait pas d'être mauvais. Il disait simplement qu'ils avaient appris à recevoir sans jamais apprendre à donner. Et que ça, il ne pouvait pas leur reprocher entièrement parce que peut-être que lui-même, dans sa façon de tout leur offrir sans rien exiger en retour, avait contribué à ça. Il parlait ensuite d'Amina. Il disait qu'elle l'avait nourrie alors qu'elle avait à peine de quoi se nourrir elle-même. Qu'elle l'avait soignée alors que ses propres enfants n'avaient pas bougé. Qu'elle n'avait jamais demandé quoi que ce soit, jamais laissé entendre qu'elle attendait une quelconque récompense, jamais changé d'attitude le jour où elle avait découvert qui il était vraiment. La lettre se terminait par une phrase que le notaire lut d'une voix qui vacilla légèrement. Celui qui partage son dernier morceau de pain possède déjà la plus grande richesse du monde. C'est à cette richesse-là que je veux que mon héritage appartienne. Dans la salle, quelqu'un pleurait. C'était la fille de Marcel. Peut-être de chagrin. Peut-être d'autre chose. Les fils, eux, regardaient leurs mains ou le plafond ou n'importe quoi sauf Amina. Amina avait la tête baissée. Ses épaules tremblaient un peu. Elle ne pleurait pas à voix haute. Mais ses larmes tombaient sur ses mains posées sur ses genoux, et elle ne faisait rien pour les essuyer. Les semaines suivantes furent difficiles. Les enfants contestèrent le testament. C'était prévisible, peut-être même légitime dans leur esprit. Ils engagèrent des avocats. Ils demandèrent une expertise psychiatrique rétroactive pour prouver que leur père n'était plus en état de prendre de telles décisions. Ils présentèrent des arguments, des contre-arguments, des documents. Amina se retrouva au tribunal sans avoir voulu être quelque part. Elle n'avait pas demandé cet héritage. Elle n'avait pas demandé ce procès. Elle n'avait pas demandé à devenir l'objet d'une bataille juridique qui se déroulait dans les colonnes de quelques journaux locaux et dans les conversations de gens qui ne la connaissaient pas. Mais elle y alla. Et elle dit la vérité. Elle dit tout, simplement, dans l'ordre, sans chercher à se rendre intéressante ou à dramatiser. Elle dit qu'elle avait vu un vieux monsieur qui avait faim, qu'elle lui avait donné à manger, que ça avait duré, qu'une amitié était née, qu'elle n'avait jamais su au départ qui il était et que quand elle l'avait su, ça n'avait rien changé à la façon dont elle se comportait avec lui. Les témoins défilèrent. Le chauffeur de Marcel, qui avait accompagné son patron sur le marché des dizaines de fois et qui pouvait confirmer qu'Amina ne lui avait jamais rien demandé. Le médecin qui l'avait soignée en janvier et qui confirma qu'Amina avait été présente aux urgences et avait assuré le suivi médical à domicile pendant les semaines suivantes. Les marchands du marché, qui avaient vu la scène des mois durant, qui avaient parfois trouvé ça excessif de sa part mais qui pouvaient jurer qu'il n'y avait jamais eu d'argent, jamais de demande, jamais de calcul visible. Le juge rendit sa décision après plusieurs semaines. Le testament était valide. Marcel Fontaine était en pleine possession de ses facultés au moment où il l'avait rédigé. Les dispositions seraient respectées.
Amina conserva l'héritage. Ce qui se passa ensuite, peu de gens l'avaient anticipé. Peut-être qu'en entendant l'histoire, certains imaginaient une jeune femme pauvre qui allait enfin vivre dans le confort, acheter un bel appartement, s'habiller autrement, prendre des vacances. Ce serait une fin logique, humaine, compréhensible. Mais Amina était Amina. Elle garda l'appartement en banlieue. Elle garda son stand de beignets sur le marché. Elle continua à se lever à 4 heures du matin. Elle continua à sourire aux clients, à donner un beignet aux enfants qui regardaient avec de grands yeux. Avec l'héritage, elle fit autre chose. Elle ouvrit un centre d'accueil pour personnes âgées dans le quartier, un endroit simple et chaleureux où les vieux qui n'avaient personne pouvaient venir manger, discuter, jouer aux cartes, ne pas être seuls. Elle finança une petite clinique gratuite pour les familles sans couverture sociale suffisante. Elle créa une banque alimentaire qui distribuait des repas 3 fois par semaine. Elle aida plusieurs familles du quartier à payer des loyers en retard. Elle finança les études de 2 jeunes du coin qui n'avaient pas les moyens de continuer après le lycée. Elle fit faire quelque chose à l'entrée du centre d'accueil. Une petite plaque. Simple. Avec cette phrase que Marcel avait écrite dans sa lettre. Le plus grand héritage n'est pas l'argent, c'est la bonté que l'on sème. Kader, son frère, obtint son bac avec mention. Il s'inscrivit en école d'ingénieur. Il dit à sa sœur un soir que ce qu'elle avait fait changeait des choses pour lui aussi, pas seulement les études financées, mais l'exemple. La façon d'être. Ce que ça lui avait appris sur comment vivre. Amina lui dit de faire de son mieux et d'être honnête. C'est tout. La famille Fontaine, elle, continua à se battre contre des fantômes pendant quelques mois. Puis, petit à petit, les conflits s'étiolèrent. Il n'y avait plus rien à conquérir. Ce qui restait à partager entre eux, ils le partagèrent. Mais quelque chose était cassé, une confiance, un lien, quelque chose que l'argent avait abîmé avant même que Marcel soit mort. Ils vivaient chacun leur vie, séparément, avec ce poids silencieux de savoir qu'un père était mort seul pendant des années et qu'on aurait pu faire autrement. Ce poids-là ne se règle pas en justice. Il reste. Et Amina, elle, continuait chaque matin à apporter ses beignets sur le marché, à sourire aux gens qui passaient, à glisser un peu de nourriture à ceux qui en avaient besoin, exactement comme avant. Exactement comme si rien n'avait changé. Parce que pour elle, dans ce qui comptait vraiment, rien n'avait changé. Elle était toujours la même personne. La même femme qui avait vu un vieux monsieur affamé un soir de novembre et qui n'avait pas su regarder ailleurs. Voilà l'histoire d'Amina et de Marcel. Je vais vous dire ce que cette histoire me touche personnellement, maintenant, en tant que narrateur, en tant qu'être humain qui vous parle. Ce qui me bouleverse dans cette histoire, ce n'est pas l'héritage. L'héritage est un détail dans le fond. C'est une conséquence. Ce qui me touche, c'est la scène des urgences en janvier. Un homme de 79 ans avec de la fièvre, et personne de sa famille n'est venu. Personne. Ses propres enfants. Et une femme qui n'avait rien à voir avec lui, qui perdait sa matinée de travail, qui perdait de l'argent qu'elle n'avait pas, qui est restée assise sur une chaise de salle d'attente parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à laisser quelqu'un seul dans un couloir d'hôpital. Il y a quelque chose dans ça qui dit tout sur ce qu'on est devenu parfois dans nos sociétés modernes. Où les liens du sang ne garantissent plus rien, où la richesse crée de l'isolement au lieu de la connexion, où les vieux finissent seuls non pas parce qu'ils sont détestables, mais parce que la vie est devenue tellement rapide que personne n'a plus le temps de regarder les gens qui ont besoin d'être regardés. Amina avait le temps. Pas parce qu'elle avait une vie facile. Elle avait une vie difficile. Mais elle avait choisi de faire de la place pour l'autre dans sa vie difficile. Et c'est ça, selon moi, la vraie définition de la générosité. Pas donner quand on a trop. Donner quand on a juste assez, ou même pas assez. Et Marcel, de son côté, avait compris quelque chose que beaucoup de gens riches ne comprennent jamais. Il avait compris que l'argent peut acheter des présences mais pas de la présence. Il avait compris que ses enfants avaient peut-être été mal aimés au sens où il les avait aimés en leur donnant des choses au lieu de leur apprendre à donner eux-mêmes. Et plutôt que de leur léguer encore plus de ce qui n'avait pas marché, il avait choisi de reconnaître ce qui avait marché. Ce qu'il avait nourri au sens vrai du terme. Pas seulement les repas, mais la reconnaissance. Le fait qu'on le voit comme un être humain et pas comme un patrimoine. Cette histoire me rappelle que la bonté n'est pas naïve. Elle est courageuse. Amina a été moquée, accusée, humiliée publiquement. Elle a résisté à tout ça sans changer qui elle était. Et finalement, sans l'avoir cherché, sans l'avoir calculé, cette fidélité à elle-même l'a menée à quelque chose d'immense. Pas immense en argent. Immense en sang. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ?
Est-ce qu'il y a un Amina dans votre vie, quelqu'un qui donne sans compter et que vous n'avez peut-être pas suffisamment reconnu? Ou peut-être que vous êtes vous-même cet Amina, quelqu'un qui continue à donner même quand on vous dit que vous avez tort de le faire? Peut-être que vous avez aussi connu un Marcel, un être humain isolé que le monde ignorait et qui n'attendait rien d'autre qu'un regard honnête? Écrivez-moi en commentaire. Dites-moi ce que cette histoire vous a fait ressentir. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un comme Amina. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place. Je lis tous les commentaires, vraiment, et vos mots comptent pour moi. Et si vous avez regardé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir pris ce temps. Ce genre d'histoire mérite d'être entendu, partagé, transmis. Si vous pensez que quelqu'un autour de vous a besoin de l'entendre, envoyez-lui cette vidéo. Parfois un récit comme celui-là arrive au bon moment dans la vie de quelqu'un. À très bientôt.